Écoutez, je pense que Simon est avec nous. Voilà. Euh, écoutez, on va donc débuter. Je vais donc remercier formellement Simon Chrétien donc d'avoir pris l'initiative d'organiser cette activité de webinaire avec vous. Je remercie aussi d'emblée M. Guy Gendron de l'Audiovisuel de l'UQAM et Bastien qui est en ligne maintenant, mais qui nous nous a donné un coup de main dans l'organisation de ce webinaire-là. Alors donc, on va faire environ 35-40 minutes. On va regarder une petite introduction donc sur l'introduction, sur la situation des entreprises de la plasturgie au Québec, et on va travailler sur le thème qu'on appelle la mobilité. Donc, mobilité dans le transport. On va regarder différents marchés d'application où il y a du potentiel. On pense entre autres au marché de l'automobile, des véhicules d'utilité publique. On va parler aussi de l'aéronautique. Je comprends aujourd'hui qu'il y a deux participants qui ont un intérêt particulier pour l'aéronautique, donc on va en parler plus en profondeur. On va parler aussi des marchés à l'exportation, quels sont les différents marchés. Voilà. Alors, donc mon nom est Vincent Sabourin, je suis directeur donc d'un observatoire sur les stratégies de commercialisation de l'innovation à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, et nous avons une entente de service avec Export Québec. Donc, comme je le racontais tout à l'heure, l'objectif aujourd'hui, c'est de diffuser donc les résultats d'un projet qui a été financé par Export Québec. Et dans ce cadre de cette collaboration avec Export Québec, mais aussi avec vous et avec Simon Chrétien de la Vallée de la Plasturgie, aujourd'hui, je pense que l'objectif, c'est d'avoir un dialogue sur vos projets, et nous sommes ouverts là, pour vous accompagner dans l'identification de créneaux, ou encore vous accompagner dans votre démarche à l'exportation. C'est ce que l'on fait dans le cadre de l'entente que nous avons avec Export Québec, où nous avons du financement. Donc, je vais essayer de faire, on fait un 35 minutes sur une état de situation et le transport, et après, nous prendrons des questions. Alors, on prend les questions pour Simon là, via la petite fenêtre que nous avons, parce que si on veut avoir quelque chose dont l'audio est interactif, ça va dans 30 minutes de préparation technique, puis on comprend qu'aujourd'hui, on veut mettre le maximum de temps sur le contenu. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement un état de situation qui vise un peu à expliquer puis à faire la démonstration des raisons pour lesquelles vous avez avantage à vous engager dans un projet à l'exportation. Alors, si on regarde un peu la situation des entreprises québécoises, on note qu'on a un nombre important d'entreprises qui sont dans la sous-traitance industrielle, et le projet vise entre autres à accroître ce qu'on appelle la maturité industrielle. Maturité industrielle, c'est-à-dire de se diriger vers ce qu'on appelle un tiers 2. Un tiers 2, c'est une entreprise qui a des produits et des services, et qui vend ses produits et des services, peut-être vendus, exemple, à un donneur d'ordre, mais qui quitte le secteur de la sous-traitance industrielle proprement dit, où les marges sont souvent à la scène, marges difficiles, et où la situation est moins avantageuse. Alors, dans ce cadre de ce projet-là, il y a un certain nombre de marchés qui ont été identifiés comme des marchés prometteurs. On les voit à l'écran. Il y a le marché de la protection, santé et sécurité, le marché des plastiques médicaux, beaucoup de choses dans les plastiques médicaux, des choses dans la produit de consommation, principalement les emballages plats. Il y a aussi le deuxième marché privilégié par la majorité d'entreprises au Québec, c'est la construction, le bâtiment, où on a là des possibilités. Aujourd'hui, on regarde plus particulièrement celui de la mobilité et des collectivités, mais on aurait aussi les plastiques électriques et électroniques. Alors, si on regarde de façon générale, on voit qu'au Québec et au Canada, là, une majorité des entreprises se retrouvent donc dans l'emballage. Le deuxième secteur privilégié, celui de la construction, et le troisième, c'est l'automobile et le transport, dont on va parler aujourd'hui. Alors, petit état de situation, on voit que 95% des entreprises au Québec ont des projets de recherche et développement. Alors, on va voir aujourd'hui les créneaux porteurs et les marchés d'application. Vous allez voir que rapidement, il y a des investissements à faire pour être en mesure de réussir des ventes et prendre des parts de marché auprès de nos clients, principalement à l'exportation. Alors, si on regarde où vendent les entreprises au Québec,
On vend généralement maritime, principalement l'Ontario, l'ouest du Canada, et on vend dans les grands marchés américains, principalement le nord-est, le marché région de Chicago, le Midwest, et bon, moins en Californie. On voit qu'on vend aussi dans l'ordre au Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud avec le Brésil et l'Argentine, et qu'on a une déclinaison de d'autres pays. Alors pourquoi on doit s'engager résolument dans un projet d'exportation et dans le développement de produits et de services? C'est que si vous regardez à la figure suivante, vous voyez qu'on a une formidable augmentation de la consommation mondiale de produits plastiques. En termes, ce que ça veut dire, c'est qu'on a, par exemple, si on regarde la croissance des Européens, et on ajoute à ça la croissance nord-américaine qui est à peu près la même, ce qu'on note, le grand phénomène, c'est l'arrivée des Chinois, des Brésiliens, des Mexicains sur le marché canadien qui vont faire directement concurrence aux entreprises québécoises dans le domaine de la sous-traitance pour des produits de plasturgie. Alors, si on regarde excusez-moi. Voilà. Et si on regarde donc les initiatives prises par les multinationales dans la plasturgie, on a l'exemple de BASF qui est une multinationale allemande, on voit que les grands joueurs prennent position dans une majorité de marchés qui offrent des marges bénéficiaires intéressantes, que ce soit, ici on voit l'emballage, ici on voit l'emballage, ici on voit aussi le transport, la construction et dans une plus faible mesure, le secteur de l'énergie et des ressources. Alors, on voit aussi que, grand phénomène, c'est que les Chinois qui étaient il y a quelques années uniquement dans le jouet, donc des produits très sensibles au prix, des produits bas de gamme, les Chinois s'investissent de plus en plus dans des plastiques qui ont une plus forte valeur ajoutée. On pense notamment aux plastiques électroniques, aux plastiques médicaux. Entre autres, on est en cours à l'UQAM, j'étais à Siujo avec mes étudiants de MBA cadre et on était dans les gens qui étaient dans les produits de verre et des produits de plastique, des gens qui étaient dans la technologie médicale. Donc, les Chinois s'investissent de plus en plus dans des produits qui ont plus de valeur ajoutée. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que pour réussir dans nos projets d'expansion et nos projets d'exportation, on doit travailler en équipe. Alors, les travail en équipe, les Allemands dans la plasturgie sont les champions du travail en équipe. On regarde, exemple, ici dans le secteur automobile, on voit qu'on a une intégration complète de la chaîne d'activité, des matières premières à la conversion, la formulation, le prototypage. Alors, si on veut réussir à l'exportation, il faut trouver des façons de travailler ensemble, autrement dit, dans la chaîne de production. L'autre chose qu'on regarde, c'est qu'on a évidemment de plus en plus des Brésiliens, des Mexicains et des Chinois qui rentrent sur le marché canadien et qui vont s'installer de façon plus importante, mais on a aussi des opportunités intéressantes. Alors, on regarde en bas la consommation par capita. On voit que les États-Unis sont le champion mondial dans la consommation de plastique. On voit, on a le Canada, mais on voit tout à gauche en bas des marchés, que ce soit celui de la Chine, du Mexique, du Brésil, l'Afrique du Sud, de l'Inde, par exemple, qui offrent des possibilités très intéressantes et donc qui ont de très fortes augmentations de leur consommation de plastique, mais n'ont pas encore de fournisseurs qui sont établis. Alors, si on regarde, et c'est un peu une diapositive de notre situation, au Québec et au Canada, on a un plus petit marché que les autres marchés des pays industrialisés. Et généralement, la petite conversion que l'on a, c'est qu'on est traditionnellement au Québec beaucoup dans la plasturgie, ce qu'on appelle des généralistes. C'est-à-dire qu'on fait des gammes de produits pour différents clients dans différentes localités. Et le changement important dans le marché et l'entrée des économies émergentes sur le marché québécois fait en sorte qu'on doit commencer à spécialiser davantage nos activités. On cherche où est l'argent, quels sont les créneaux où il y a de la valeur ajoutée, où on peut améliorer nos marges bénéficiaires. De façon générale, une chose très importante, l'avenir de la plasturgie repose beaucoup sur les produits renforcés à fibre de carbone. Donc, dans le marché du plastique avec des composites, on va le voir dans le transport, c'est extrêmement important, c'est une voie d'avenir et on doit aussi trouver des marchés où on peut exporter
mais on peut avoir une base de clients ici. C'est-à-dire qu'on peut trouver des clients pour développer des prototypes, faire des premières commandes qu'on va pouvoir par la suite exporter. Donc, se spécialiser, on cherche des produits qui ont plus de marge et il y a aussi une volonté d'avoir des plateformes collaboratives, c'est-à-dire de faire travailler ensemble des PME dans des projets à l'exportation pour partager, entre autres, exemple, les distributeurs. Alors, on va regarder maintenant ce qu'on appelle le marché de la mobilité et de l'automobile. Alors, on va regarder l'automobile, transport terrestre, véhicules électriques. On va parler d'aéronautique, on va faire un mot sur le récréatif. Dans l'automobile, ce qu'on note, c'est qu'on a un développement très important dans produits de plasturgie composite, c'est-à-dire plasturgie et des fibres, de produits renforcés, donc de fibres de carbone. Alors, dans l'automobile, c'est un marché dominé par les trois grands joueurs américains. Le marché est beaucoup pour les entreprises québécoises dans des véhicules d'utilité publique. Autrement dit, servir, exemple, le gouvernement du Québec pour des véhicules d'utilité publique, que ce soit les ambulances, les corbillards, les camions de pompiers, les taxis, on va parler plus loin des véhicules électriques, que l'on peut par la suite vendre à l'extérieur. Se positionner dans le marché de l'automobile proprement dit, c'est quelque chose de difficile, il y a des joueurs importants. Le Québec, on n'a pas une base importante, à l'exception de Packard là, dans le camionnage, mais on n'a pas de base suffisante. Mais dans les véhicules d'utilité, il y a là des possibilités qui sont intéressantes. Alors, de façon générale, pourquoi on regarde l'automobile? C'est parce qu'en fait, on dit près de 10% de la conception du plastique est générée par le secteur de l'automobile. Autrement dit, ce qu'on note là, c'est que ce soit l'intérieur des portes, l'intérieur des plafonds, les tableaux de bord, les produits de plastique ont contribué directement à une petite révolution dans la conception des voitures et du transport. Alors, ce qu'on note là, c'est que le marché est à peu près 18,9 milliards en 2016, donc un marché très important, que ce soit pour les produits d'intérieur, tout ce qui est sous le capot, le bloc moteur, les composantes électriques, les produits de plastique occupent une place de plus en plus importante dans la fabrication de l'automobile et des véhicules de transport terrestre. Alors, on en a donc pare-choc, bardages latéraux, qu'est-ce qu'on a? On a aussi les batteries, le boîtier électronique, le conduit d'air, hein, on a énormément de produits qui se sont développés. Une chose qui est intéressante, c'est que le plastique, en fait, l'histoire de pourquoi on a autant de produits de plastique maintenant dans un véhicule et une automobile, c'est essentiellement la réglementation européenne. La réglementation européenne est le déclencheur des améliorations technologiques. Pourquoi? Parce que les fabricants européens de voitures doivent remettre le poids d'une automobile à ce qu'il était après la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire qu'on doit enlever 800 à 1000 livres dans certains cas, ce qui est considérable dans le poids d'une voiture. Donc, tous les équipements qu'on a ajoutés sont à préserver, mais on cherche des produits de plastique pour diminuer le poids de la voiture. Alors, on comprend que paradoxalement, en voulant faire ça, on va avoir toutes sortes d'intérêts, de bénéfices clients qui vont apparaître. Un d'entre eux, c'est bien sûr d'améliorer la combustion, hein, la consommation d'essence, mais un autre exemple, on va être capable, via les produits de plastique, d'améliorer la sécurité des passagers et on va avoir, par exemple, meilleure absorption de choc avec des nouveaux pare-chocs, diminuer le risque d'explosion des ceintures, des sacs de sécurité, on va améliorer les ceintures de sécurité. Donc, via les nouveaux produits de plastique qu'on a dans une automobile, notamment les produits de plastique et de carbone, on est capable d'ajouter et d'améliorer ce qu'on appelle les fonctionnalités d'une voiture. Alors, le produit phare dans l'automobile, c'est la Smart qui a été développée par Mercedes. Alors, la Smart, c'est depuis 2010 le modèle que suit l'industrie où on a des thermoplastiques haut de gamme et on a une consommation d'essence qui est très abordable et plus intéressante que dans les autres modèles précédents. Alors, chose importante, dans le domaine du transport, le cycle de vie du produit est très important. Alors, aujourd'hui, dans les produits de plastique, pour avoir une offre client
qui répond aux besoins du client. Il faut que la réutilisation, la récupération du produit soit intégrée à la conception même de la pièce. Autrement dit, dans l'automobile, on voit avec l'exemple avec BMW, qui est le leader mondial dans le cycle de vie des produits de plasturgie dans l'automobile, il faut que les pièces, au départ, soient conçues pour être récupérées et réutilisées. On le voit que les avancées dans les produits de fibres de carbone permettent cette chose-là. C'est une chose très importante, de plus en plus importante pour les clients, et on comprend que la réglementation va rendre cette chose-là de plus en plus incontournable. Alors, un autre secteur où il y a beaucoup de possibilités, ce sont les mousses de polymère. Les mousses de polymère, on a 6 ou 7 marchés porteurs. C'est un marché de 131 milliards de dollars. Alors, on en a dans les véhicules, le soutien, la durabilité, le confort. Les mousses représentent plusieurs marchés qui sont intéressants. Alors, l'autre chose que l'on note, c'est un autre créneau porteur dans lequel il y a des possibilités, c'est le marché des véhicules électriques. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, mais le Québec en particulier, souhaitent utiliser l'électricité pour développer une infrastructure et rendre plus disponibles les véhicules électriques. On comprend que les véhicules électriques vont connaître une croissance d'environ 797 %, donc 800 % d'augmentation sur la période 2012-2020. Alors, on voit ici sur la figure à droite qu'on va avoir, de façon prévisible, une très forte augmentation du nombre de véhicules électriques. Alors, véhicules électriques égale plus forte proportion de produits de plastique pour normalement diminuer la consommation d'essence. Alors, on est le 4e producteur d'hydroélectricité, donc on a là, dans l'électrification des transports et tout ce qui est greffé à ça, notamment les véhicules d'utilité publique, on a là des possibilités qui sont importantes, qui sont intéressantes. On est donc beaucoup avec Hydro-Québec dans les infrastructures de recharge, des possibilités. Alors, on voit ici là, la forte augmentation des véhicules électriques que l'on retrouve au Québec. Alors, l'autre marché porteur que l'on a, c'est celui de l'aéronautique. Alors, je vous dirais que dans la plasturgie, notamment avec les produits renforcés de fibres de carbone et donc les composites, on voit que le secteur de l'aéronautique est le secteur qui est le plus en demande pour des nouveaux produits de plastique, que ce soit ici les boîtes d'affichage, les panneaux muraux, les contours des fenêtres, les tableaux plateaux, les cloisons, que ce soit dans l'aéronautique, marché civil ou encore marché militaire. L'aéronautique est probablement le secteur qui a des exigences les plus élevées qui permettent, en fin de fond, souvent de financer un premier produit payé en partie par le client, ou si on est dans le militaire, d'avoir souvent le financement d'une recherche et développement qui est complètement payé par on parle de la défense américaine, complètement payé par un client. Donc, on a dans le secteur aéronautique, je ne sais pas si vous êtes familier avec le CRIAC. Le CRIAC, c'est le consortium de recherche dans le domaine de l'aéronautique. On a des projets porteurs, mais on a beaucoup de produits qui viennent à l'exportation suite au développement d'applications et de nouvelles technologies. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans l'aéronautique, on a une très grande amélioration. On estime que les composites vont améliorer l'efficacité d'un moteur de 20 %. Donc, on regarde l'exemple, le Boeing 787, qui est un peu en Amérique du Nord la norme. On a multiplié les matériaux légers. On a réussi avec les composites à diminuer, à avoir une plus faible émission. On a réduit le bruit, réduit le nombre de composants de 26 %, réduit les coûts d'entretien. Tout ça à partir des nouvelles technologies reliées plastique principalement aux composites. Alors, on voit que si on regarde Airbus, on a une forte augmentation. Les produits de composites et les produits de plastique se retrouvent maintenant dans les différentes composantes, que ce soit la queue de l'avion, le museau de l'avion. On voit qu'à peu près partout, on a maintenant des produits
de composites qui sont en demande et qui ont été développés. Alors, un autre créneau porteur, c'est celui du récréatif. Alors, on sait, par exemple, dans la bourse, là, vous êtes plus familier que moi avec ça, on voit que dans la bicyclette, on a eu plusieurs succès. D'ailleurs, la bicyclette est un des secteurs qui a été un des premiers secteurs à emboîter vraiment le développement des produits plastiques renforcés de fibres de carbone. Mais on voit que canot-kayak, on voit que ce soit les pagaies et les canots, on a là toujours une croissance et une demande pour des produits renforcés de fibres de carbone. Le marché est plus petit, mais le marché du plein air en particulier continue d'offrir des possibilités intéressantes lorsque les produits améliorent et donnent des bénéfices aux clients. Alors, on voit que dans les sports et loisirs, globalement, marché des sports et loisirs, ça va de la raquette au canot, en passant par la bicyclette. On voit qu'on a une augmentation stable, mais qui est permanente de produits. On voit que les marchés sont de plus petite taille, évidemment, que dans l'automobile, mais on peut plus facilement trouver des créneaux à l'intérieur de ça, dans lesquels on peut s'insérer. Alors, une chose, on voit ici, hein, donc produits renforcés de fibres de carbone, sport et loisirs, on voit que la croissance moins spectaculaire que dans l'automobile et peut-être que dans l'aéronautique, mais tout de même intéressante et prometteuse. Bon, le vélo est un exemple. Je pense que le vélo est un cas classique d'une augmentation. On voit qu'avec les baby boomers, le coût moyen d'un vélo, les vélos de performance sont en pleine expansion. On a beaucoup d'économies émergentes, on n'a qu'à penser qu'à la Chine et d'autres, mais aussi le Brésil, qui sont à la recherche de produits performants dans ce domaine d'activité. Voilà. Alors, BRP, c'est un autre exemple. On voit BRP. BRP, on va en parler plus loin avec Querétaro, mais BRP a des produits, des activités d'expansion. On cherche des fournisseurs, mais on est intéressé à avoir des configurations de coûts intéressantes. De là, le besoin d'avoir une partie de l'activité qui est même en fait au Mexique. Mais on pourra discuter de cette chose-là un petit peu plus loin. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant des marchés à l'exportation. Marché à l'exportation, c'est où est l'argent pour vous dans ces marchés-là. Alors, de façon générale, si on regarde la situation, on voit là, si vous regardez la figure que vous avez, NAFTA. Donc, NAFTA, ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement que les échanges commerciaux les plus importants pour vous, le marché le plus prometteur, c'est le marché américain et le marché du Mexique. Je vais parler du marché du Mexique dans une petite minute, mais de façon générale, pourquoi? Parce que dans le marché de l'automobile, on est dans une norme nord-américaine. Et pourquoi le Mexique? Le Mexique fait partie intégrante de l'Amérique du Nord. Et il y a des territoires au Mexique, je pense entre autres à Saint-Louis de Potosi, où j'ai eu la chance d'enseigner, qui est la capitale nord-américaine des pièces de véhicules automobiles. Ils se sont spécialisés dans les pièces de véhicules automobiles. Donc, on a là un marché intéressant dans le domaine du transport. Ce sont les deux premiers marchés. On peut aussi penser au Brésil, qui est un grand marché, mais souvent, le Brésil, par exemple, dans le transport, utilise la canne à sucre, c'est un autre modèle de combustion. Donc, déjà, il y a des ajustements et souvent, les comportements d'achat, les clients ne sont pas nécessairement dans les mêmes exigences que les clients nord-américains. Voilà. Alors, ce qu'on voit ici, on a les chiffres de où, hein, je dis toujours là, un no-brainer, c'est de se demander où les entreprises américaines dans la plasturgie font-elles leur argent. Alors, on voit que les Américains vendent plus de produits de plasturgie au Mexique que dans l'ensemble du Canada. Hein. 15,8 milliards de ventes au Mexique, 13,2 milliards de ventes. On voit que le Mexique, dans la plasturgie, est un marché très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils ont une forte croissance économique, une forte demande, une nécessité de mettre à niveau un grand nombre de produits. Et on a ici au Canada et au Québec, vous avez des capacités qui peuvent servir ces gens-là. Voilà. Alors, on voit dans l'automobile, on voit dans les marchés, tout ce qui est marché émergent, composantes automobiles, on a une forte demande. Moi, je vous dirais que de façon générale, notre objectif, c'est de rester dans un marché nord-américain, Amérique centrale, Amérique du Sud, parce que les normes de fabrication sont davantage près de ce que l'on fait ici. C'est le même fonctionnement. Le marché européen, marché plus difficile à pénétrer, avec des joueurs qui ont beaucoup d'avance dans la durabilité
avec BMW entre autres, et les Allemands qui sont très développés dans ce domaine-là. Alors, on a l'exemple. Alors, un exemple, c'est un autre créneau, c'est le marché des pièces automobiles. Dans la pièce automobile, on peut faire des projets. Ici, on pense, exemple, à Novabus, transport terrestre, marché des autobus, et avoir par la suite une activité d'exportation. Même chose. Alors, une chose qui est importante, pourquoi le marché mexicain et américain sont intéressants? Parce que les fabricants sont dans ce qu'on appelle le nearshoring. Le nearshoring, c'est une activité où vous êtes à un maximum de 3 ou 4 heures de votre client. Par exemple, on regarde BRP et le Mexique, et là, vous êtes sur le même fuseau horaire. Dans le domaine de l'automobile, on n'est pas intéressé à avoir des fournisseurs qui sont en Chine. On veut des fournisseurs qui sont dans une relative proximité géographique. De là, l'intérêt d'être en Amérique du Nord. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un écart qui va se combler avec les années. Les Européens ont un leadership important dans les produits de fibres de carbone, produits de plasturgie, mais on voit que cet écart-là va rétrécir au fur et à mesure où la réglementation nord-américaine va se normaliser avec celle des Européens sur l'efficacité des moteurs et les normes de pollution. Donc, on a le même exemple ici. Voilà. Alors, chose importante aussi, dans l'aéronautique, on est vraiment dans le marché du nord-est de l'Amérique du Nord. Donc, le marché de l'automobile, on a une zone géographique un peu plus longue, mais vraiment dans le domaine de l'aéronautique, on sert au Québec le nord-est des États-Unis. C'est ça notre marché. Les exigences techniques de proximité pour l'aéronautique sont nettement plus grandes que, en fait, plus réduites, pardon, que dans le domaine de l'automobile. Voilà. Alors, l'autre chose, c'est qu'on a un marché récréatif. Marché récréatif, on voit qu'on est beaucoup dans les normes nord-américaines pour des créneaux. Je pense à l'exemple des bicyclettes, des produits récréatifs. On est d'abord dans un marché américain, mais aussi dans un marché mexicain où les Mexicains rejoignent de plus en plus les normes de consommation du marché américain. Voilà, on voit ici la forte augmentation. On voit qu'on a une très forte demande sur le marché chinois, marché asiatique, mais comme les Chinois font présentement une conversion des produits de base vers des produits à plus forte valeur ajoutée, je pense que le premier conseil, à moins d'avoir une activité vraiment très forte valeur ajoutée, plastiques médicaux, plastiques électroniques, de se concentrer principalement sur le marché Amérique du Nord, Amérique du Sud. Voilà. Donc, ça nous donne un petit aperçu de ça. Donc, trouver des créneaux sur le marché américain, c'est la première chose à faire, mais aussi sur le marché mexicain. Le marché mexicain, c'est ce qu'on appelle la route des mines. La route des mines, c'est de Mexico à 3 ou 4 heures de Mexico. On a Querétaro, San Luis Potosí. Autrement dit, les joueurs sont dans ce qu'on appelle la Rutas de las Minas, là, et tous les joueurs nord-américains sont inscrits dans ce projet-là, et Bombardier est actif. Bombardier fait même, quand ils font son recrutement auprès d'entreprises comme vous, ils vont même vous trouver un DRH, vous faire autrement dit, on a une volonté d'avoir une présence dans ce marché-là. Voilà, on a une petite synthèse ici de nos 3 marchés. Il y en a d'autres marchés. Je pense que c'est les 2 premiers et les 2 plus immédiats où l'argent est à faire. Voilà. Alors, est-ce que... voilà, mais écoutez, je vous remercie. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la petite fenêtre que nous avons. Hein, vous avez une petite fenêtre donc à l'écran. Et donc, on peut se donner 15-20 minutes de questions. Alors, peut-être avant de m'envoyer votre question, donc je vous remercie tout d'abord, parce qu'il y a peut-être des gens qui, lors des questions, vont nous quitter, donc je vous remercie de votre présence. Si vous souhaitez discuter de vos projets, vous avez une idée, un projet d'affaires, vous souhaitez commercialiser quelque chose, je vous propose que l'on ait un entretien. On peut planifier un entretien via Skype avec Simon Chrétien, si vous souhaitez, ou vous m'appelez, et puis je discuterai aussi de cette chose-là en privé avec vous. Mais dans le cadre du projet avec Export Québec, là, c'est notre mandat de travailler donc avec les entreprises pour leur donner un coup de main dans cette diffusion-là. Voilà, donc j'attends maintenant vos questions. Donc, vous prenez la petite fenêtre et vous m'écrivez des questions. Je vais lire la question, puis on pourra avoir un échange.
Oui, je vais vous envoyer le PDF. Alors, pour avoir le PDF, il ne faut pas que je ne perde trace là. Vous m'envoyez un petit courriel à l'UQAM, donc sabourin.vincent@uqam.ca, et moi, je vais vous envoyer le PDF de la présentation. Euh, voilà. Je peux même vous envoyer, j'ai des extraits, je peux même vous envoyer tout le document. Si vous voulez l'ensemble de la présentation, vous me direz ce que vous voulez. C'est un peu plus gros, mais vous allez avoir, comme on dit avec bon québécois, toute la patente, là, au lieu d'avoir uniquement les extraits. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été présentées, mais que je peux aussi vous envoyer. Autre question? Simon, est-ce que tu aurais des questions? Ah, Laurence est en train de m'écrire une question. OK. Alors, la question de Laurence, c'est quelle approche préconisez-vous pour le marché américain? Alors, moi, je vous dirais que de façon générale, il y a sur le marché américain, dépendant des créneaux concerts, pour beaucoup d'entreprises québécoises, il y a une adaptation. Hein. C'est ce que j'appelle le syndrome des portes et fenêtres. Le syndrome des portes et fenêtres, c'est que vous vendez 40 portes, 40 fenêtres au Québec, vous arrivez aux États-Unis, et il y a un client qui va vous prendre 40% de votre production annuelle avec un seul modèle de porte ou un seul modèle de fenêtre. Alors, le challenge qu'on a aux États-Unis, c'est souvent le niveau de risque. Donc, pour beaucoup d'entreprises québécoises, quand on entre sur le marché américain, la première chose que l'on a, qu'on constate, c'est qu'on ne peut vendre qu'un seul produit porteur. Alors qu'au Québec, on vend souvent, hein, on a différentes gammes. Donc, ce qui veut dire que le stress que l'on a, là, c'est le stress relié à une gestion de risque. Si tu fais 40 modèles de portes et fenêtres et quelqu'un te demande un seul modèle, il prend le tiers ou 40% de ta production annuelle, ça change ta position de risque. Et évidemment, ton directeur de compte, Banque nationale ou chez Desjardins, trouve que c'est un petit peu plus risqué. Bon, ça, je pense que c'est une situation. Déjà, là, il y a des choix à faire. La deuxième chose, c'est que généralement, le marché américain des grands comptes est contrôlé par ce qu'on appelle des agents manufacturiers. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, dans les grands marchés, on ne peut pas entrer là directement. Alors, ça, je vous dis tout de suite, les agents manufacturiers, j'ai été dans une autre vie dans la grande distribution et on a souvent un choc. Hein. Un choc, là, c'est que vous avez souvent un vieux monsieur ou vieille madame qui ne fait qu'à maintenir et entretenir des relations avec de grands clients, mais qui va exiger une rémunération qui souvent, pour nous, là, en dollars, par exemple, j'ai travaillé dans le secteur du meuble, c'était 400-450 000 $ pour réussir à rentrer et à être un client régulier d'un grand donneur d'ordre. Ça apparaissait faramineux pour un grand nombre des entreprises avec qui j'ai travaillé, et c'est vrai que ça l'est, mais en même temps, lorsqu'on essaie de faire ça nous-mêmes, on n'est pas capable d'avoir cette chose-là. Donc, ça repose beaucoup sur des agents manufacturiers qui ont des entrées directes, qui sont capables d'avoir des rendez-vous et qui vont gérer, si vous voulez, le compte client, c'est-à-dire qu'ils vont faire de la proximité, puis ils vont gérer ça, ils vont vous appeler. Ces gens-là, comme je disais, exigent une rémunération à la hauteur de leur capacité, on dit comme ça, mais souvent sont incontournables. Bon, la deuxième étape, c'est qu'on va avoir souvent besoin d'un entrepôt quelque part pour mettre du stock, stocker ça, parce que le juste à temps aux États-Unis a des exigences souvent beaucoup plus élevées qu'au Canada. Au Canada, on est moins là-dedans, mais les Américains sont très tyranniques sur le juste à temps, donc veulent avoir des livraisons qui sont en temps réel ou presque. Donc, ça nous prend un tampon, un buffer, donc ça nous prend une installation. Et là, l'autre étape, je dirais, c'est de commencer à produire. Bon, de commencer à produire ou de faire une partie de l'activité à proximité de certains clients. Ça, c'est le marché américain. Le marché mexicain, lui, il est différent. Le problème qu'on a, c'est depuis la dévaluation du pesos mexicain, ils ont été dévalués de 400%, ils sont réveillés un matin, et puis leur argent valait 400% moins que la veille. C'est une politique agressive du gouvernement pour favoriser notamment le développement économique, mais
ça met beaucoup de pression pour avoir, exemple, ils sont beaucoup à Querétaro, dans les plastiques, une implantation locale. Bon. Alors, si vous ne connaissez pas le Mexique, là, je vais vous dire, les Mexicains, contrairement à ce qu'on pense, sont très travaillants. Les Mexicains sont nous, au Canada, on pense toujours que c'est Acapulco, là. Les Mexicains sont très travaillants, sont très fiables, ils ont des structures qui marchent très bien, et ils ont une longue tradition de travailler avec, en particulier, les Américains et aussi les Canadiens. Donc, ça serait notre troisième étape. Au Mexique, on a besoin rapidement d'une petite implantation, qui veut dire qu'il y a une petite complexité additionnelle, alors qu'au US, on peut vendre, au marché américain, on peut vendre directement. Voilà. Excellent. Est-ce que, bon, c'est bon, merci Simon, je prends note de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Alors voilà, est-ce que Odette aurait des questions? Non? Pas... Ah, Laurence a une question. Ah, écoutez, je vous remercie. Donc, je comprends qu'on va donc terminer maintenant. Écoutez, je tiens à vous remercier encore pour votre présentation. Vous voulez avoir le document, vous m'envoyez un petit courriel sabourin.vincent@uqam.ca, je vous enverrai donc le document. Et si vous souhaitez qu'on puisse avoir une conversation, un échange, on peut se parler via téléphone ou via Skype pour discuter de vos projets. Nous, avec Export Québec, on a donc une entente de collaboration. Il y a du financement disponible à Export Québec via cette entente-là et ça nous fera plaisir donc de travailler avec vous. Voilà. Donc, au plaisir de vous reparler. Merci.